rêve délicieux. Mon nom est Shirley, et je vivais ce que beaucoup appelleraient une vie de rêve. J'avais épousé Jake, mon amour de fac. Notre histoire était du genre que la plupart des gens ne lisent que dans les romans d'amour. Nous étions profondément amoureux, nos vies orbitant autour de l'autre dans une danse harmonieuse d'affection et de rêves partagés. Notre jour de mariage était aussi cliché que cela puisse paraître, le plus heureux de ma vie. Nous avons échangé nos vœux sous un ciel serein, entourés d'amis et de familles, qui croyaient, comme nous, en un ils vécurent heureux pour toujours. Le mariage a eu lieu dans un lieu de campagne idyllique où la verdure luxuriante et les fleurs en fleurs ont fourni le cadre parfait à notre histoire d'amour. Même le soleil semblait briller un peu plus fort, comme s'il bénissait notre union. Jake me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. « Tu es magnifique, Cheryl. Es-tu prête à devenir Madame Johnson ?» Je lui ai souri en retour, mon cœur gonflé d'émotion. J'étais prête depuis le jour où je t'ai rencontré, Jake. Notre lune de miel était un rêve flou, une période prolongée de bonheur qui a encore renforcé notre lien. Je n'aurais jamais pensé que la vie puisse être aussi parfaite. Après notre retour, la réalité s'est peu à peu installée, mais c'était une douce réalité. Nous étions tous les deux occupés à construire nos carrières, Jake en ingénierie logicielle et moi en marketing. Mais nous avons fait en sorte que nos emplois ne prennent jamais le dessus sur notre relation. Chaque soir après le travail, nous cuisinions ensemble et chaque week-end était l'occasion d'une nouvelle aventure. Cheryl, essayons ce nouveau restaurant thaï en ville ce week-end. Tu es partante? Jake proposait souvent des plans amusants, gardant ainsi la spontanéité vivante dans notre relation. Absolument. Une soirée en amoureux est depuis longtemps prévue, je répondais, reconnaissante pour ces moments simples mais significatifs qui maintenaient notre amour frais et excitant. Nous avons emménagé dans une petite maison confortable 2 ans après notre mariage, et c'est à ce moment-là qu'un autre rêve a commencé à prendre forme, celui d'agrandir notre famille. Jake, que penses-tu d'avoir un bébé? J'ai hésité un soir alors que nous étions blottis sur le canapé, une question à laquelle je réfléchissais depuis un moment maintenant. Il m'a regardé, ses yeux s'élargissant d'une joie que je n'attendais pas. J'attendais juste que tu sois prête, Cheryl. Je pense que c'est le moment. Donc c'était le moment. Je suis tombée enceinte et je me suis souvenu de la pure exaltation de tenir le test de grossesse positif dans ma main. On aurait dit qu'un autre chapitre s'ouvrait dans notre vie, qu'une autre couche s'ajoutait à notre histoire commune. Oh, Jake, nous allons avoir un bébé. Tu peux le croire? J'étais à peine capable de contenir mon excitation en lui montrant le bâtonnet. Son visage s'est illuminé et il m'a soulevé dans ses bras et m'a fait tourner dans une pure exaltation. Je t'aime, Cheryl. Nous allons être les meilleurs parents du monde. Je pensais que nous l'étions déjà. En regardant en arrière maintenant, ce furent peut-être les derniers moments où notre bonheur semblait invincible. C'était comme si nous étions debout sur le sommet d'une montagne, incapables de voir les pentes traîtresses cachées derrière les nuages de notre joie. Notre amour était fort, notre avenir semblait sûr, et l'arrivée d'un bébé promettait de rendre tout encore meilleur. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est le problème avec le bonheur. Parfois, il semble si complet, si parfait, que vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse jamais se terminer. Mais la dure vérité est que la vie a un moyen de vous enlever le tapis sous les pieds, brisant votre monde en 1 million de morceaux. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé, mais nous ne savions pas encore. 7 ans ont passé comme un rêve délicieux, chaque année meilleure que la précédente. Notre fille Emily est devenue l'axe autour duquel notre monde tournait. C'était une petite fille joyeuse, aux yeux brillants, qui a hérité des meilleures parties de nous deux. Le rire contagieux de Jake et mon amour pour la lecture. Elle était curieuse, aventureuse et aimait la vie avec un enthousiasme contagieux. Pendant ces années, Jake et moi n'étions plus seulement mariés femmes. Nous étions des parents, des complices dans la grande aventure d'élever Emily. Et quelle aventure joyeuse ce fut. De ses premiers pas à son premier jour à la maternelle, chaque étape était une célébration. Penses-tu qu'elle ira bien, son premier jour dans une nouvelle école?
Je me souviens avoir demandé nerveusement à Jake alors que nous préparions le sac à dos d'Emily avec des fournitures scolaires la veille du jour important. Il m'a regardé avec des yeux rassurants. Elle a le meilleur de nous deux, Cheryl. Elle ira bien plus que bien. Le matin du premier jour d'école d'Emily était rempli d'un mélange d'excitation et de nostalgie sentimentale. Jake et moi étions là, les yeux larmoyants, en train de prendre des photos d'elle dans son uniforme scolaire, avec un petit nœud qu'elle insistait pour porter. « Maman, papa, vous m'embarrassez avec toutes ces photos », s'exclama Emily, mais son sourire trahissait ses vrais sentiments. « Nous avons tout à fait le droit de t'embarrasser. » « C'est dans le manuel des parents, plaisanta Jake, en prenant une autre photo. « D'accord, plus de larmes tous les deux, » déclara Emily, faisant bonne figure en voyant Jake et moi essuyer discrètement nos larmes. « Je serai de retour, avant que vous ne le sachiez. »« Nous le savons, ma chérie. Nous sommes juste tellement fiers de toi, » dis-je en la serrant fort avant de la regarder monter dans le bus scolaire. Alors qu'elle nous faisait signe au revoir depuis la fenêtre du bus, je ressentais un mélange de fierté et de mélancolie douce amère. Notre petite fille grandissait, entrant dans un monde plus grand, un monde qui était au-delà de notre maison, au-delà de notre étreinte protectrice. Cependant, autour de ce moment crucial, nous avons également fait face à un autre événement important de la vie. Jake a perdu son emploi en raison de la réduction des effectifs de l'entreprise. Il était ingénieur en logiciel, brillant dans ce qu'il faisait, mais parfois la vie a un moyen de vous lancer des balles courbes. Shirley, t'inquiète pas. Je trouverai quelque chose bientôt. Pendant ce temps, nous nous en sortirons, il m'a assuré quand il m'a annoncé la nouvelle. Je sais que nous le ferons, ai-je répondu en lui offrant un sourire encourageant malgré l'inquiétude qui me tordait l'estomac. Nous avons l'un l'autre, et c'est tout ce qui compte vraiment. J'étais reconnaissante que mon travail dans le marketing se passe bien. J'avais été promue récemment et l'augmentation de salaire nous aiderait à rester à flot, mais nous devions réduire certains extras. Les sorties au restaurant, les voyages du week-end, les petits luxes qui rendaient la vie un peu plus agréable. Nous allons traverser cela comme nous avons traversé tout le reste, a déclaré Jake un soir alors que nous nous installions pour un simple dîner fait maison. Absolument, l'amour trouve toujours un moyen, ai-je répondu, faisant écho à notre croyance partagée. Nous étions encore en train de nous adapter à la nouvelle normalité. La réalité d'être une famille à revenu unique et les défis que cela présentait étaient nouveaux pour nous, mais pas insurmontables. Notre amour, notre unité, étaient censés nous mener à travers tout cela. C'est ce que je croyais, et c'est pourquoi j'étais si mal préparée pour ce qui allait arriver ensuite. La vie, comme j'allais le découvrir, avait d'autres plans. Et ces plans allaient mettre à l'épreuve les fondations mêmes de tout ce que Jake et moi avions construit ensemble. Quelques mois après qu'Emily ait commencé sa première année d'école, j'ai reçu l'appel. C'était un mercredi après-midi et j'étais en réunion avec mon équipe au travail quand mon téléphone a vibré. Voyant le nom de l'école s'afficher sur l'écran, mon cœur a immédiatement sombré. Mais ce qu'ils ont dans la réunion, elle... C'était Madame Wilson, l'enseignante d'Emily. M'y sent pas bien, n'est-ce pas? Elle est très pâle et se plaint d'un mal de tête sévère. Je pense que vous devriez venir la chercher. La panique m'a saisie. Je serai là dès que possible, Madame Wilson. Merci de m'avoir appelé. J'ai rapidement attrapé mon sac, informant mes collègues qu'il y avait une urgence familiale. En sortant précipitamment du bureau, j'ai appelé Jake. Il avait la voiture et pouvait arriver à l'école plus vite que moi. Jake, Emily ne se sent pas bien. Peux-tu la récupérer à l'école tout de suite? Les mots ont dévalé ma bouche dans un enchevêtrement précipité. Je suis dans un bar avec mes amis en ce moment. Je n'ai pas le temps. Vas-y toi-même, a-t-il répondu, sa voix teintée d'irritation, avant de raccrocher brusquement. Ces mots m'ont semblé être une gifle en plein visage. Je suis restée là un moment, choquée et incrédule. Secouant le choc, j'ai su que je devais me dépêcher. Emily avait besoin de moi. Portant des talons et une tenue de bureau formelle, j'ai commencé à courir les 5 pâtés de maison jusqu'à l'école. Chaque pas semblait une éternité. Chaque seconde s'étirait de façon impossible alors qu'une série de scénarios catastrophes défilait dans mon esprit.
Allaitante et en sueur, j'arrivais enfin à l'école, juste au moment où une ambulance se garait à l'entrée. Mon cœur tomba dans mon estomac, alors que les paramédicaux se précipitaient dans le bâtiment, mes pires craintes se matérialisant sous mes yeux. Je courus à l'intérieur où Madame Wilson m'attendait. Son visage était un masque de préoccupation et de regret. « Je suis tellement désolée, Charlie. Nous avons appelé l'ambulance quand elle a perdu connaissance et a commencé à convulser. » Convulsion? Oh mon Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt? M'exclamai-je, submergé par la peur et la frustration. Nous ne pensions pas que c'était si grave au départ. Elle semblait juste un peu bizarre, et puis ça a escaladé si rapidement, sa voix était teintée de culpabilité. Les paramédicaux ont emmené Emily sur un brancard, son petit visage aussi pâle qu'un fantôme, ses yeux fermés. Mes jambes étaient faibles, mais je me suis forcée à suivre alors qu'il la chargeait dans l'ambulance. Je me suis assise dans l'ambulance en tenant la main molle d'Emily, priant pour qu'elle se réveille et que ce cauchemar prenne fin. Mais au fond de moi, une horrible réalisation s'insinuait. Quelque chose s'était terriblement mal passé, quelque chose qui aurait été évité. Alors que nous foncions vers l'hôpital, tout ce à quoi je pouvais penser était la réponse désinvolte de Jake, son absence inexplicable dans notre moment de besoin. La colère se mêlait à ma peur, mais il n'y avait pas de temps pour y penser maintenant. Emily avait besoin que je sois forte, alors en rassemblant chaque once de force qu'il me restait, je me préparais à ce qui allait arriver. Pourtant rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à la dévastation qui m'attendait. Jake avait dit que l'amour trouve toujours un moyen, mais alors que la sirène de l'ambulance hurlait, déchirant l'air comme un cri funèbre, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Que se passe-t-il lorsque l'amour ne suffit pas ?» Que se passe-t-il lorsque la vie vous donne une main si cruelle qu'elle brise tout en quoi vous avez jamais cru? J'allais le découvrir, et c'était une leçon que je n'oublierai jamais. Jamais. Les lumières fluorescentes de l'hôpital étaient dures et éblouissantes d'une lueur inquiétante surtout. Alors que je me précipitais dans la salle d'urgence, suivant le brancard où Emily était allongée, un sentiment de détachement surréaliste s'empara de moi. J'avais l'impression de flotter au-dessus de la scène, regardant un terrible drame se dérouler qui ne pouvait pas être ma propre vie. Les médecins et les infirmières se sont immédiatement précipités autour d'Emily, se criant des termes médicaux alors qu'ils se déplaçaient avec une urgence effrayante. Une infirmière a essayé de me retenir, disant « Maman, vous devez attendre dehors ». J'ai secoué la tête avec véhémence, les larmes coulant sur mon visage. « S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien ». L'infirmière m'a regardé avec un mélange de compassion et de regret. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. S'il vous plaît, attendez dans la salle d'attente. Je me suis retrouvée reléguée à une chaise en plastique froid, entourée d'autres visages anxieux, dont je ne connaissais ni l'histoire, ni ne pouvais me concentrer dessus. Mes mains tremblaient alors que je passais un autre appel à Jake, cette fois en laissant un message vocal à travers mes dents serrées. Jake, tu dois venir à l'hôpital. Après ce qui semblait une éternité, mais n'était probablement pas plus de 20 minutes, un médecin s'est approché de moi. Son visage était sombre, ses yeux évitant tout contact direct avec les miens. Je me suis levée, me préparant pour ce qui allait arriver. « Je suis tellement désolée, Madame Shirley. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu la sauver. Votre fille est décédée d'une rupture d'anévrisme soudaine. C'était trop tard quand elle est arrivée ici. Ces mots m'ont frappé comme un marteau, volant le souffle de mes poumons. J'ai senti mes genoux faiblir et j'ai dû saisir le dos de la chaise pour ne pas m'effondrer. Non, non, ça ne peut pas arriver. Êtes-vous sûr? Le médecin a soupiré profondément, ses yeux enfin, rencontrant les miens, remplis d'une tristesse qui reflétait la mienne. Je suis vraiment désolée, il n'y avait rien d'autre que nous aurions pu faire. La pièce a tourné autour de moi alors que je laissais échapper un cri, un son guttural d'une douleur pure et indescriptible. Les infirmières se sont précipitées vers moi, me conduisant vers un endroit plus privé où je pouvais pleurer loin des regards indiscrets des étrangers. Des heures plus tard, Jake a fait irruption dans la pièce, débraillé et sentant l'alcool. « Ah, où est Emily ?»
Qu'est-il arrivé? Au paradis, ai-je répondu, ma voix dénuée de toute émotion, un contraste frappant avec le tumulte qui faisait rage en moi. Quoi? Arrête de plaisanter, Shirley. Ce n'est pas drôle, a-t-il crié, visiblement agité. Je lui ai silencieusement remis le certificat de décès. Ses yeux ont parcouru le document s'élargissant d'incrédulité et d'horreur. Non, ça ne peut pas être. Mais si, ai-je interrompu, ma voix teintée de colère et d'amertume que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et où étais-tu? Dans un bar? Il est tombé à genoux, couvrant son visage de ses mains alors que son corps tremblait de sanglots. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû y aller. J'aurais dû être là. Je l'ai regardé, cet homme qui avait été mon partenaire, mon amour, ma vie, et j'ai senti un gouffre insurmontable s'ouvrir entre nous. Oui, Jake, tu aurais dû. Nous aurions tous les deux dû, mais tu n'étais pas là. Maintenant, elle est partie. C'était une réalité cruelle et insupportable qui a brisé l'illusion de notre vie parfaite. À ce moment-là, les fondations de notre amour, de notre famille, de notre existence même, se sont effondrées en poussière. Nous étions deux âmes brisées, hantés par le poids insupportable des si et des auraient pu être. Et ainsi, alors que je restais là à contempler les ruines de notre vie, une pensée glaçante m'a traversé l'esprit. Certaines choses sont si brisées qu'elles ne peuvent pas être réparées. Pas même par amour. Et c'est dans cette sombre épiphanie que les graines de notre perte ont été semées. Dans les mois qui ont suivi, le silence entre Jake et moi est devenu plus fort que n'importe quelle parole que nous aurions pu échanger. Nous vivions toujours sous le même toit, mais les murs de notre maison semblaient se refermer sur nous comme un tombeau étouffant. Chaque pièce était un cimetière de souvenirs. Le rire d'Emily résonnait encore dans les couloirs, ses dessins restaient sur le réfrigérateur, et sa chambre vide était un sanctuaire que ni l'un ni l'autre ne pouvait entrer sans s'effondrer. Le count d'alcool de Jake augmentait. Il disparaissait pendant des jours, ignorant mes appels et mes messages. Et quand il rentrait à la maison, il n'était plus que l'ombre de l'homme que je connaissais, consumé par la culpabilité et la colère alimentée par l'alcool. Un soir, Jake est entré en titubant, ivre et instable, toujours en regardant ses photos. « Pourquoi tu ne les jettes pas ?» a-t-il marmonné, ses paroles teintées d'amertume. « Elles sont inutiles maintenant. C'est tout ce qui nous reste d'elles, ai-je répondu, les larmes aux yeux. « Yes, Tkun, quel est l'intérêt ?» Il a élevé la voix, faisant tomber un vase de la table, le brisant en morceaux. Cela semblait être une métaphore de nos vies, autrefois entières, maintenant irrémédiablement brisées. C'est assez, Jake. Tu es en train de sombrer et tu m'entraînes avec toi. On ne peut pas continuer comme ça, ai-je finalement dit, le regardant droit dans les yeux. Et que suggères-tu qu'on fasse? Faire semblant que tout va bien? Passer à autre chose? C'est ce que tu fais, passer à autre chose? Il criait presque maintenant, son visage rouge et déformé par la rage et la souffrance. Non, je suis en train de me noyer, tout comme toi, mais j'essaie de survivre. Pour Emily, pour moi-même, même pour toi, mais je ne peux pas nous maintenir tous les deux à flot, ai-je répondu, ma propre colère s'enflammant. Il s'est affalé sur une chaise, la tête dans les mains, la lutte s'échappant de lui aussi rapidement qu'elle avait éclaté. Je peux pas vivre comme ça. Sûrement. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Je sais, ai-je murmuré, ma colère cédant la place à une tristesse profonde. Moi non plus. C'était une admission qui faisait réfléchir et qui avait été longue à venir. Nous étions deux animaux blessés, léchant nos propres blessures, incapables d'offrir du réconfort à l'autre. L'énormité de notre perte, de notre culpabilité et de notre échec avait créé un fossé insurmontable entre nous. Une semaine plus tard, nous étions assis dans le bureau stérile d'un avocat, signant les papiers qui mettraient fin officiellement à notre mariage. Alors que je griffonnais mon nom sur la ligne pointillée, il m'a frappé à quel point une association de plusieurs années pouvait être dissoute facilement. Quelques signatures. Et c'était comme si nous n'avions jamais existé. Jake me regarda, ses yeux cherchant quelque chose. Le pardon, la compréhension. Un éclat de l'amour qui avait autrefois été la pierre angulaire de nos vies. Mais tout ce que je pouvais offrir était un sourire triste et un adieu silencieux. Et juste comme ça, c'était fini.
Notre mariage, notre famille, notre avenir. Dissous dans une mer d'encre et de larmes. J'ai déménagé la semaine suivante. Mes affaires emballées dans des boîtes sans caractère. Chaque objet, un vestige d'une vie passée que je ne pouvais plus revendiquer. Jake est resté dans la maison, un monument en ruine à sa culpabilité et à sa tristesse. Nous étions tous les deux perdus à la dérive à cause d'une tragédie que nous n'aurions pu prévoir ou empêcher. Et bien que nous ayons autrefois promis de naviguer ensemble sur les mers agitées de la vie, nous nous sommes retrouvés naufragés, agrippés aux débris de nos rêves brisés, incapables de nous sauver nous-mêmes. Alors que je m'éloignais, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur à la silhouette qui diminuait de la maison que nous avions construite. Maintenant une coquille vide, dépourvue de vie ou d'amour. Et alors qu'elle disparaissait de ma vue, je réalisais que parfois, peu importe à quel point on aime quelqu'un, il y a des fardeaux trop lourds à porter, des blessures trop profondes à guérir et des tragédies trop immenses à surmonter. Nous avions aimé et perdu, mais c'était la perte qui nous avait défaits. L'amour, il s'avère, n'était pas notre sauveur, mais notre victime. Une autre victime dans une tragédie insensée qui n'a laissé aucun gagnant, seulement des survivants. Et alors que je m'éloignais de plus en plus, je me demandais si la survie était une victoire ou juste une autre forme de défaite. C'était un matin froid et vif quand je me suis retrouvée debout devant mon nouvel appartement, un 2 pièces, dans un autre quartier de la ville. Le camion de déménagement venait de partir et j'étais entourée de boîtes, chacune étant une capsule d'une vie précédente, qui me semblait à la fois intimement familière et lointaine. Alors que je commençais à déballer, je suis tombée sur le doudou préféré d'Emily, un petit lapin rose qu'elle avait nommé Fluffy. En le serrant contre ma poitrine, j'ai ressenti une vague de tristesse déferler sur moi. C'était l'un de ces moments, une délimitation claire entre la vie qui avait été et la vie qui serait. J'ai déposé Fluffy doucement sur le canapé, presque comme si je réservais une place pour Emily dans ce nouveau chapitre. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Je suis retournée au travail, où mes collègues marchaient sur des œufs autour de moi, ne sachant pas quoi dire. La vie a continué, et moi aussi. Mais il y avait toujours un sous-courant de tristesse, un morceau manquant qui ne pourrait jamais être remplacé. Un soir, mon téléphone a vibré. C'était un message de Jake. « Peut-on parler ?» Cela disait. Mon pouce a hésité sur le bouton de suppression pendant un moment, mais finalement j'ai répondu « D'accord. » Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café, un territoire neutre, où les fantômes de notre passé ne nous entraient pas aussi fort. Quand je l'ai vu entrer, j'ai été frappée par à quel point il avait changé. Il avait l'air plus vieux, plus usé, mais il y avait aussi une clarté dans ses yeux qui avait été absente pendant longtemps. Alors il a commencé en prenant une profonde respiration en s'asseyant. J'ai commencé à aller à des réunions. Je suis sobre depuis 2 mois maintenant. J'ai levé les yeux surprise. C'est bien, Jake. Vraiment bien. Je suis fière de toi. Il a hoché la tête, les yeux humides. J'ai dû le faire pour Emily. Je sais que ça ne la ramènera pas, mais je ne peux pas continuer à me détruire moi-même et tout le monde autour de moi. J'aurais aimé que tu t'en rendes compte plus tôt, mais je suis content que tu prennes des mesures maintenant, ai-je répondu doucement. Il y a eu une pause lourde, remplie de regrets non exprimés et de récits. Finalement, Jake a parlé à nouveau. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière et je ne demande pas ça. Mais je veux m'excuser pour tout, et j'accepte tes excuses, ai-je dit, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Mais tu as raison. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous sommes des personnes différentes maintenant, façonnées par des expériences qui nous ont, pour le meilleur ou pour le pire, changé fondamentalement. Jake a hoché la tête, comprenant et regrettant, se mêlant dans son regard. « Ouais, brisé mais pas détruit, pas vrai ?» J'ai esquissé un petit sourire à ça. Exactement. Après ce jour-là, Jake et moi avons pris des chemins différents. Nous sommes restés distants, mais amicaux. 2 personnes liées par une histoire commune, mais voyageant sur des routes différentes. J'ai entendu par des amis communs qu'il continuait à aller aux réunions des AA et qu'il avait même commencé à faire du bénévolat dans une association locale. Quant à moi, je me suis plongée dans mon travail et j'ai passé du temps à reconstruire des relations avec ma famille et mes amis.
La vie était loin d'être parfaite. Il y avait des nuits où la douleur était insupportable, des moments où je remettais en question l'intérêt même de continuer. Mais pendant ces moments sombres, j'ai trouvé du réconfort dans la croyance que même le verre brisé peut capturer la lumière de 1000 façons différentes, créant quelque chose de nouveau et de beau à partir des ruines. D'une certaine manière étrange, ma tragédie m'avait donné un cadeau inattendu, une perspective sur ce qui importait vraiment. Elle avait dévoilé les préoccupations superficielles qui m'avaient autrefois consumé, mettant à nu le cœur de qui j'étais et de qui je voulais être. Au fil du temps, j'ai commencé à peindre comme forme de thérapie, capturant des paysages remplis de lumière et d'ombre. Chaque coup de pinceau était un témoignage des complexités de la vie. Émilie est devenue ma muse, sa mémoire imprégnant chaque œuvre d'une poignance qui me laissait souvent épuisée, mais d'une certaine manière plus léger. Dans l'une de ses peintures, j'ai représenté un lever de soleil, le ciel éclatant de teintes orange et dorées perçant une couverture de nuages sombres et menaçants. C'était une représentation viscérale de ma vie, marquée par la tragédie, mais aussi remplie de moments de beauté à couper le souffle.